Une ombre est projetée lorsqu'un objet se trouve sur le chemin de la lumière. La lumière se déplace en ligne droite, c'est pourquoi on voit toujours une ombre quand quelque chose se trouve devant une source de lumière. Les oiseaux et les avions ne font pas exception. Ils projettent bien des ombres, seulement nous ne pouvons pas les voir. Plus l'objet est proche d'une source de lumière, plus son ombre est grande et inversement. Si l'objet est éloigné, son ombre rétrécit. Un avion commercial vole à 12 000 mètres d'altitude. À une telle hauteur, tu vois à peine l'avion, et encore moins son ombre. Il est trop loin de la surface de la Terre, son ombre s'est dissipée et est devenue invisible. Il en va de même pour les oiseaux. Mais si un astéroïde géant passait près de la Terre, tu verrais bien son ombre, selon le même principe que celui qui régit les éclipses lunaires et solaires. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune se trouve directement entre la Terre et le Soleil, bloquant les rayons de ce dernier. Cela projette une ombre sur certaines parties de la planète. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de notre planète que notre étoile. C'est pourquoi toutes deux semblent avoir la même taille dans le ciel. Mais comme la Lune est plus petite, son ombre n'est pas assez grande pour couvrir toute la Terre, et celle-ci n'est donc projetée que sur une zone limitée. L'Himalaya compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest. Il n'est donc pas surprenant que les avions aient des problèmes pour naviguer dans cette région. Mais pourquoi les avions commerciaux y sont-ils carrément interdits de vol? Pour commencer, ces montagnes ont une hauteur moyenne de plus de 6100 mètres. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, s'élève à 8850 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone est accidentée, remplie de neige et ne comporte presque aucune surface plane. En cas de dépressurisation soudaine de la cabine, il serait vraiment difficile d'effectuer un atterrissage d'urgence, car il n'y a littéralement aucune zone plate. De plus, l'environnement pauvre en oxygène à une telle altitude signifie qu'il y aura très probablement beaucoup de turbulences. Non seulement c'est très désagréable pour les passagers, mais les mouvements d'air aléatoires et la vitesse élevée du vent font qu'il devient très difficile de manœuvrer l'avion. Cette zone est aussi assez peu peuplée. Il n'y a donc pas grand-chose ici en termes de système radar. Or, les radars sont essentiels à la sécurité aérienne. Sans radar, les pilotes seraient incapables de communiquer avec le sol pour connaître les conditions de vol. Il peut également faire si froid là-haut que le carburant des avions peut totalement geler. Certes, les carburants utilisés dans les avions gèlent généralement à environ moins 45 degrés Celsius. Mais cela pourrait se produire au-dessus de l'Everest. La température la plus basse y a été enregistrée en décembre 2004, lorsque les thermomètres ont affiché une température stupéfiante de moins 42 degrés Celsius. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes ne veuillent jamais prendre ce risque, surtout sur un vol commercial. Parmi les quelques aérodromes situés dans l'Himalaya, il y en a un qui est considéré comme celui où il est le plus difficile à atterrir du monde. Seuls 8 pilotes sur la planète sont agréés pour le faire. Il s'agit de l'aéroport international de Paro, situé au Bhoutan, un pays enclavé dans l'Himalaya oriental. Tout d'abord, l'atterrissage est très dangereux car il faut littéralement traverser certains des plus hauts sommets du monde. Sans compter que ces 8 super pilotes doivent également tenir compte des vents violents. Malgré ces difficultés, ils parviennent à faire atterrir en toute sécurité plus de 30 000 personnes chaque année. Par ailleurs, il n'y a pas de radar pour guider les pilotes. Ils doivent donc manœuvrer l'avion entièrement en mode manuel. Les pilotes doivent décider de leur mouvement en fonction du point de repère visuel spécifique à l'approche de la piste. De plus, les vols n'y sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Ces grands professionnels de l'aviation doivent par ailleurs faire attention aux poteaux électriques et aux toits des bâtiments qui surplombent les collines. Cela signifie qu'ils doivent souvent faire se faufiler leurs avions entre les pics montagneux à des angles de 45 degrés avant de se poser rapidement sur la piste. Pas étonnant que seules 2 compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Paro. Outre ces pilotes commerciaux, il existe aussi des pilotes d'hélicoptères de sauvetage spécifiquement entraînés, qui ont passé la majeure partie de leur carrière à plus de 6000 mètres dans le ciel. La plupart du temps, ils s'associent à des alpinistes tout aussi expérimentés, qui s'entraînent en traversant la cascade de glace de Khumbu. Elle est surnommée le kilomètre carré le plus dangereux de la planète. Constituée de colonnes de glace aussi hautes que des immeubles de 6 étages, cette immense portion de glacier, située sur le versant ouest de l'Everest, est parsemée de crevasses sans fond. Il faut entre 4 et 12 heures pour aller d'un bord à l'autre de la chute de glace, selon l'expérience du grimpeur.
On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit plutôt serein puisque l'on est littéralement entouré que de glace et de neige. Mais les professionnels locaux affirment tout le contraire. Un vétéran de l'Everest a déclaré que le bruit était en fait la pire partie du travail. La montagne produit d'affreux grincements et gémit même parfois. Les gens ont souvent l'impression qu'elle leur parle, les avertissant des périls de cet environnement. Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. C'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilé, n'est-ce pas? Le temps passe. Oh non! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extincteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de troubles. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion, mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou, mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de Sympa et tu as appris ce que signifie l'APU, une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe 2 passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initiés. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisé uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'1 mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux, ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence pour garder la cale exempte d'eau? L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement.
Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué. La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de 2 feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Le ciel est-il comme un désert? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'1 décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité,
voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h, soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol. C'est complètement fou. Mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion. Et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager.